et ça a commencé à se dégrader. Hein, vous avez là, dans la même réserve, des objets en fer, donc, qui ont été restaurés aussi. Hein. Ça a coûté de l'argent. C'est de l'argent qui a été financé par les collectivités. Vous voyez, ça, c'est un petit objet, c'est un objet d'époque carolingienne. Il y a la reprise de corrosion, hein, toutes ces petites écailles, c'est le métal qui s'écaille, et vous voyez les produits de corrosion qui tombent. C'est un objet qui est en train de se dégrader. De même que là, tous ces éléments, vous les voyez, sont en train d'exploser. Ils explosent parce qu'ils sont conservés dans des endroits qui ne sont pas adaptés à la conservation des objets archéologiques de cette importance-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La convention avec le département de la Moselle, ça va prendre fin en 2017, avec notre programme de fouilles. Donc, après 2017, en 2018, on va se consacrer à la publication de nos recherches. Il va falloir qu'on écrive des livres. Je pense qu'on va écrire plusieurs livres sur les fouilles de Marsal, qui sont destinés à des ouvrages de référence. Et comme je vous le disais, on n'aura plus de grosses fouilles hein, pour le moment. Il faut qu'on digère toute l'information qui a été accumulée puis qu'on la transmette à la communauté scientifique internationale. Et le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les collections qui sont issues de ces recherches. Moi, si j'ai fait ce programme de fouilles ici, c'est justement pas pour que ce matériel exceptionnel aille à Saint-Germain-en-Laye. C'est pour que le musée de Saint-Germain-en-Laye aide les musées de la Moselle à se doter de collections de premier plan. Hein. Mais c'est pas envisageable de laisser les collections issues de ces recherches de continuer à se dégrader à Marsal. C'est pas possible. Hein. Et là, aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Hein. Et si rien n'est fait, eh bien, on n'aura pas d'autre solution que de reprendre ces collections, parce que ça serait criminel de les laisser continuer à se dégrader. Donc si rien n'est fait pour que ça change, on finira par les reprendre, ces collections. On les reprendra la mort dans l'âme, parce que je trouve que leur place est ici et pas ailleurs. Hein, mais encore une fois, si leur place est ici, il faut s'en occuper correctement à la hauteur de ce qu'elle représente. Et si le musée déposait de ses collections, il perdra évidemment son label Musée de France. Et donc il fermera. Hein. Donc il y a un vrai souci par rapport aux collections archéologiques. Hein. Oui. Mais tu as dit plus tôt qu'il y avait un partenariat entre le Musée de France et le département. Oui. Dans ce que tu es en train de dire maintenant, est-ce que tu as identifié un responsable qui pourrait être soit l'État avec le défaut de subvention, soit le département avec les mêmes raisons? C'est pas un défaut de subvention. La question, c'est que le musée a été longtemps, un défaut de budget. Vous l'avez connu, hein, ça a été longtemps un musée associatif, et encore une fois, ça n'a rien de péjoratif dans ce que je veux dire là, avec des collections qui étaient des collections intéressantes, mais qui n'étaient pas des collections majeures. Maintenant, il y a des collections majeures, ça a changé. Depuis qu'on est là, et depuis le travail de Gabriel, il y a des collections muséographiques majeures. Ça veut dire que ça doit être un changement de mentalité qui doit se produire. C'est-à-dire que le musée de Marsal, on ne peut pas continuer à le faire fonctionner comme le petit musée d'association qu'il était. C'est pas possible. Laurent, oui. Je voudrais dire une chose. Ce musée associatif, il a été créé par les gens du village, comme tu l'as dit, grâce à la perspicacité de mon père et de Pierre Mesmer. On a géré pendant 33 ans cette forme associative. Et notre gros problème, c'était d'équilibrer naturellement les budgets. Heureusement, on est tombé sur un homme exceptionnel qui s'appelait Philippe Leroy, qui a compris que si on voulait donner une dimension au musée, il fallait d'une part le départementaliser, mais engager des fouilles, donc il est le responsable depuis 2001. Ça fait 15 ans. Sur le plan politique, les choses ont changé. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, que non seulement le département ignore, tu en as fait référence par rapport à la fête gauloise, mais il ignore complètement les associations culturelles qui ont été à l'origine de ce musée. Il y a une césure qui s'est faite, c'est-à-dire, moi j'appelle ça du parisianisme messin. Et aujourd'hui, la politique du département, on voit en filigrane, hein, comme ça profile, ils veulent se décharger du budget de fonctionnement, essayer de donner ça aux communautés de communes et se laver les mains sur le confinement. Or, si on ne se bat pas, c'est exactement ce qui va se passer. Et à ce moment-là, le travail de 15 ans ne sera pas réduit à néant.
mais on n'en aura pas profité. Rappelle-toi, en 2014, quand on est allé signer la convention à Saint-Germain-en-Laye avec Philippe Leroy, Gabriel Dys, Laurent Turner et moi-même, c'était l'objectif de Philippe Leroy de pérenniser ton action ici et d'avoir une dimension sur le long terme parce qu'il pressentait exactement ce qui allait se passer sur le plan politique. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui corriger le tir, ça ne peut être qu'un grand scientifique comme toi qui doit tenir le discours que tu viens de tenir devant nous, devant les autorités du département. Tu vois? Parce que nous, petites associations locales, on ne nous prend pas au sérieux. Or, sans le travail qui a été fait à Vic et à Marsal à l'origine par les pionniers du tourisme, il n'y aurait rien eu. Hein? Donc, je pense que quelque part la balle est dans ton camp et que tu dois vraiment appuyer les demandes locales pour pérenniser ce musée qui est effectivement un musée formidable en milieu rural. Tout à fait. À la seule nuance près que moi, je ne fais pas de politique. Je suis un scientifique, je suis un archéologue. La seule chose que je fais, c'est que je montre que le patrimoine que vous avez, parce que c'est jamais évident, quand on est de quelque part, on a toujours du mal à se rendre compte que ce qu'on a est extraordinaire. J'ai tendance à penser que c'est mieux ailleurs, que c'est plus important ailleurs, qu'on a quelque chose, c'est pas mal, mais bon, c'est pas super. Mais tu as des arguments scientifiques. Vous avez là un truc extraordinaire, c'est ce que je montre depuis 15 ans. Et moi, mon boulot, c'est de transmettre. Hein, et je pense que c'est le travail de tous les hommes de transmettre. Hein, c'est le sens de la vie de transmettre. Hein, d'ailleurs, on en crève de ne pas transmettre quelque chose. Moi, mon boulot, c'est de vous le transmettre. Et là, je tire la sonnette d'alarme parce que je pense qu'il y a un virage qui a été pris, un tournant qui a été pris, qui fait que la pérennité de ces collections est en danger, la transmission de ces collections est en danger. Et nous, on souhaite plus que tout que ces collections restent ici. Et leur place est ici. C'est le sens de mon travail depuis 15 ans. C'est de faire en sorte que ça soit ici, parce que leur place est ici, et nulle part ailleurs. Mais encore une fois, ça implique des devoirs. Je suis désolé de le dire. C'est un patrimoine de premier plan européen, et en fait, c'est quelque chose qui vous appartient. Hein, là, du coup, ça a un sens politique, au sens res publica, la chose publique, la chose qui intéresse tout le monde. La culture, c'est pas un luxe qui vient après le reste. C'est un patrimoine qui est important, c'est le vôtre, c'est votre histoire. Hein, en tant que Marsalais, Lorrain, Mosellan, ça vous appartient. Et je pense qu'effectivement, il est important que vous en ayez conscience, parce que c'est vous. C'est un musée, ça ne tient pas tout seul. Un musée, ça tient parce qu'il y a pas seulement un public qui vient le voir, mais il y a des gens qui le soutiennent. Si personne ne soutient un musée, les musées ils meurent tout simplement. Hein, c'est pourquoi les associations d'amis de musée ont un rôle essentiel à jouer là. Ils sont la fondation du musée, ils sont son assise. Un musée sans les gens, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et un musée, ça ne sert pas à faire du spectacle, ça ne sert pas à faire entrer de l'argent. Si les musées gagnaient de l'argent, ça se saurait, je ne serais pas en train de vous parler, je serais un entrepreneur en musée. Les musées, ça dépense de l'argent, ça n'en gagne pas. Hein, il n'y a aucun musée qui est bénéficiaire. Et les musées, ça sert à transmettre. On appelait ça au 19e siècle l'instruction publique, c'est un très beau mot. Hein, c'est instruire publiquement tout le monde de ce qu'ils ont. Et ça, c'est un vrai devoir politique. Et je pense qu'il faut effectivement il faut le défendre. C'est une chose qui est importante. C'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste un luxe, c'est pas juste des choses qu'on fait comme ça pour passer l'été avec des jeunes qui font ça plutôt que de partir en vacances. On a tous conscience qu'on fait quelque chose d'important et on le fait pour vous en fait. On le fait pour nous parce que ça nous intéresse scientifiquement. Mais on a le sens de constituer un patrimoine qui doit être transmis. Et notre rôle en tant que parents, en tant que c'est de faire en sorte qu'on a tous ce souci là individuellement, de faire en sorte que ce qu'on possède, notre patrimoine, on le transmet aux générations suivantes. Hein. Vous transmettez votre éducation, vous transmettez vos valeurs, vous transmettez la ferme que vous avez, vous essayez de la transmettre mieux ou au moins aussi bien que celle que vous avez reçue. C'est ça le sens de la vie, c'est la transmission. Et là, aujourd'hui, je dis, il y a un souci avec ça. Il y a un vrai souci. Laurent, il y a un gros souci là, parce que le maire de Marseille est là, donc je le représente.
on a un moment, ça fait quand même une histoire qui dure depuis un an, ça. Les assos se battent d'un côté, la commune se bat de l'autre. Quand elle se bat, on lui dit qu'elle se bat de trop. La communauté de communes, de l'autre côté, elle doit prendre des compétences qu'elle n'a peut-être pas spécialement envie de prendre, mais qu'on lui confie. Le département, il est en train de disparaître, c'est la région qui reprend tout. On est entre une balance infernale, là. Je ne sais pas s'il ne devrait pas réfléchir à autre chose, à revenir dans quelque chose, je lance ça, mais dans quelque chose d'associatif, de plus léger. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal une communauté de communes reprendre des musées et les maintenir comme ils sont là actuellement. Le département, tout doucement, ça devient délicat, il ne va peut-être pas pouvoir maintenir, il n'aura peut-être même plus la compétence de maintenir. La région, elle est très loin d'ici, même si on est dedans. On est vraiment dans quelque chose de délicat. Et ce que tu dis, je pense, c'est vachement important, c'est essentiel, parce qu'on voit bien qu'on est dans une période de transition. Oui. Hein, on passe d'un système à un autre, et je pense que ce qu'il faut qu'on essaye de faire tous, c'est d'assurer, de faire en sorte que c'est comme un bateau, le musée de Marsal, hein, qui passe cette passe un peu difficile, voilà. Et puis que, quelle que soit sa forme, qu'il puisse continuer à exister dans le futur. Je pense que c'est ça qui est essentiel, et qu'effectivement, alors moi j'ai pas de solution, c'est pas à moi d'en proposer, mais que effectivement qu'on trouve quelle va être la forme de la collectivité qui va prendre ça en charge. Parce que c'est une chose qui doit être prise en charge par la collectivité. Est-ce qu'on peut en parler directement des élus de grandes villes, par exemple? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est... On a quand même un problème, Laurent, parce que là on aborde le point politique, mais bon, c'est très important. C'est que l'ensemble des acteurs qui sont là, on s'est réunis en janvier, en faisant un courrier à M. Welton, et en lui disant qu'on était prêt à s'associer à une réflexion sur le long terme pour la pérennité du musée. Et très honnêtement, on a reçu pratiquement une fin de nous recevoir, en nous disant, en gros, le jour où j'aurai besoin de vous, je vous ferai signe. Je pense justement que toi, tu as un rôle extrêmement important à jouer, parce que tu as une certaine neutralité par rapport au territoire, oui, je mais en même temps, tu es acteur du territoire, parce que tu es à la base de recherches qui ont été effectuées pendant 15 ans. Et je pense quand même que le politique, quelque part, quand tu parles, il t'écoute. Hein, Philippe Leroy, il t'écoutait. Je pense que les nouveaux élus doivent pouvoir t'écouter. Et effectivement, on doit pouvoir trouver une solution intelligente avec tous les bouleversements des collectivités locales, etc. Mais la région qui autrefois était à Metz, aujourd'hui elle est à Strasbourg. Hein. Il y a les Vosges entre. Hein. Bon, et puis il y a 5,5 millions d'habitants. Le musée de Marsal. Et elle n'a pas la compétence, le voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a une concertation à avoir, que tout le monde se mette autour d'une table avec de la bonne volonté, mais je pense que ton appui est absolument déterminant. Ah, mais moi, s'il y a besoin, je suis évidemment prêt à... Je suis évidemment prêt à m'investir. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que en fait, c'est une anomalie, un musée dans un village. Oui. Hein, les musées dans un village, moi j'en connais plein, hein, il faut aller chercher la clé chez la femme du maire, et puis on ouvre la porte, c'est plein de poussière, et puis on voit les vieilles vitrines avec quelques objets dans le poussiéreux. C'est ça les musées de village. Le musée de Marsal, c'est pas ça aujourd'hui. Et donc c'est une exception, le musée de Marsal. Et c'est une exception qui est justifiée par l'histoire de Marsal. C'est pas parce que Marsal est un village, c'est parce que Marsal a une histoire prestigieuse que ce musée existe, en fait. Et aussi parce que des chercheurs prestigieux, je ne me mets pas forcément dedans, je pense à mes prédécesseurs, se sont impliqués de la Sauvagère à Keune, en fait. Je pense que le musée de Marsal doit se réinventer. C'est facile à dire. Mais aujourd'hui, dans tous les débats, moi je vais en communauté de communes régulièrement, quand on aborde les musées, parce qu'il n'y a pas que le musée de Marsal qui est dans cette position-là, on dit tout va bien, le département va maintenir, il ne faut pas bouger. Après on voit que sur le terrain, ça diminue tout doucement, il va falloir se réinventer. Sinon, ça va disparaître. Il faut quand même savoir que le musée ferme le 30 octobre, hein, jusqu'au 1er mars, je crois, c'est plus, Véronique. Donc, après, on justifie encore plus de fermeture parce qu'il y a moins de visiteurs. Il y a moins évidemment, d'entrée avec la boutique, etc. Donc, c'est le chat qui se mord la queue, jusqu'au jour où on dira, le musée, mais il ne reste plus que 3 000 visiteurs. Je rappelle quand même que, pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 1996, on a fait 16 000 visiteurs quand on était sous forme associative. Aujourd'hui, il y en a moins de 10 000.
Il faut quand même le savoir, ça. Hein. Donc, ça veut dire que quelque part, la gestion du département n'a peut-être pas été la bonne. Alors moi je suis, excusez-moi monsieur, je suis un quart mosellane par mes origines, mais je suis mancéenne. Et donc en fait j'ai découvert ce musée et l'exposition L'Orient des Celtes par le fascicule Spectacle à Nancy. J'ai découvert l'année dernière. Et j'ai découvert donc la vallée de la Seine, ce qui s'était passé, ce que M. Olivier fait comme travail. En tant que professeur documentaliste dans un collège, j'en ai parlé à 4 de mes collègues professeurs d'histoire, aucun ne savait ce que représente la vallée de la Seine. Donc, moi, si je peux en parler au maire de Nancy, qui pourra en parler à la DRAC, je ne sais quoi, je suis prête à vous aider à que tout soit... Non, mais c'est peut-être la communication, quelque part, de la fête. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, quand même, on a une position stratégique. On est quand même très bien placé quand on regarde. Hein. On prend un cercle autour de Marseille. Vous faites 200 km, vous avez combien d'habitants? Plus d'1 million, 2 millions. Hein. Vous avez l'Allemagne s'intéresse à ça. Vous avez les grandes métropoles de Metz, Nancy, Épinal, Thionville, etc., Luxembourg. On est tout près de la Belgique. Bon, si on avait une politique de communication efficace, avec un petit peu de moyens, je suis persuadé qu'on va y arriver. Et mettre en avant les salons les plus importants de l'initiative. Ça, c'est... ça marche. Bien sûr. Mais là, on est tous entre convaincus. Hein. On est tous entre convaincus, c'est ça. Prenez la place de Patrick Weiten, pour lequel le département a investi 110 millions pour faire venir des produits chinois via Rotterdam, 110 millions à Bertrand-Médan. Le projet a capoté, il a perdu 110 millions. Il faut qu'il les récupère. La culture, c'est 6 millions. La récupération, on est sacrifié sur l'hôtel économique. Là. Voilà. Donc, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais l'équation, elle est purement économique. Bien sûr, oui. Elle est comptable. Est-ce que je peux me permettre, je suis avec certains de mes élèves qui ont préparé des questions. Oui, bah, allez-y, mais bien sûr, oui, bien sûr. Alors allez-y, je vous écoute. Alors, à partir de quand les habitants de la vallée de la Seine ont-ils basculé dans le néolithique? Alors le néolithique, tu sais ce que c'est que le néolithique? C'est quoi le néolithique? Ils sont passés à élever et à cultiver. D'accord. Alors, pour refaire une histoire rapide, l'apparition de l'homme, notre espèce humaine en Europe, c'est vers 50 000 ans avant Jésus-Christ. Ça apparaît en Afrique vers 100 000 ans. Hein. Donc les hommes arrivent et ils sont chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils vivent comme en Amazonie, ils vivent dans des tentes et ils chassent les animaux dans la toundra. Parce qu'à cette époque-là, c'est un paysage glaciaire. Donc ils chassent le renne et le bison, comme faisaient les Indiens d'Amérique du Nord. Et puis à partir de moins de 10 000, le climat change, il devient plus tempéré comme maintenant. Et donc le paysage change, c'est plus un paysage comme en Sibérie, c'est un paysage comme maintenant avec des grandes forêts. Et à ce moment-là, il y a progressivement un changement qui se fait, et c'est vers le 5e millénaire, hein, donc c'est entre 6 000 et 5 000 avant Jésus-Christ, que les premiers villages apparaissent chez nous, en Lorraine. Alors on les appelle, on appelle ça, ils décorent leurs vases, hein, ils font de la céramique, ils font des maisons. Pour la première fois, ils cultivent les plantes, donc ils défrichent la forêt, et puis ils élèvent des aurochs qui sont des vaches primitives, très très impressionnant. Un auroch, c'est 2 fois la taille d'un taureau actuel, hein, ça a des cornes comme ça. Et donc ils domestiquent l'auroch et ils font du lait avec les vaches. Ils introduisent aussi le mouton. Ils ont des chiens déjà depuis longtemps. Déjà depuis le politique supérieur, on a le chien. Donc c'est dans le 6e, dans le fond du 5e millénaire avant Jésus-Christ, quand on est dans le néolithique. Est-ce que le néolithique en Extrême-Orient est apparu avant, après ou en même temps comme on disait déjà? Alors, tu connais l'histoire du croissant fertile? Tu as entendu parler de ça? Non? Bon. Alors on va récapituler. Tu vois un peu où ça se trouve, la Mésopotamie? C'est où aujourd'hui? Ben, l'Irak, ça dit quelque chose? Bagdad? Tu vois? Hein,
un peu, hein, tous ces endroits-là. Mésopotamie, ça veut dire en gros entre les deux fleuves, c'est entre le Tigre et l'Euphrate. Hein. Donc c'est deux rivières, et en fait il y a tout un endroit qui est effectivement extrêmement fertile, et où l'agriculture est apparue en premier. Hein. Donc en fait, l'agriculture, elle n'est pas apparue partout au même moment dans le monde. Elle a commencé à apparaître au Moyen-Orient, en fait. Et par exemple, les aurochs, les vaches, ça c'est des espèces locales, mais en revanche, les moutons, c'est une espèce du Moyen-Orient à l'origine. C'est pas une espèce d'ici. De même que le blé. Le blé, à l'origine, c'est des céréales qui ne poussent pas naturellement ici. Donc elles ont été acclimatées par les hommes, qui les ont transmis petit à petit en Europe. Alors ce qu'on voit bien maintenant, on peut dater ça par le carbone 14, et on voit siècle après siècle, on voit les gens qui viennent du Moyen-Orient et qui introduisent l'agriculture chez nous, en fait. Et en réalité, il faut imaginer qu'ils se retrouvent en conflit avec les chasseurs-cueilleurs, en fait. Hein, donc ils déboisent leur territoire de chasse, et on commence maintenant à trouver des sites où on pense qu'il y a eu des actes de guerre, hein, il y a eu des massacres. Hein, on voit des gens du néolithique qui ont été massacrés, par exemple. Hein, ou qui sont percés avec des flèches qui ne sont pas des flèches néolithiques, qui sont des flèches des chasseurs-cueilleurs. Mais dans l'Extrême-Orient, les néolithiques et tout ça. En Extrême-Orient, les néolithiques. Le néolithique, c'est le 8e millénaire, en fait. Hein, tu vois, c'est beaucoup plus tôt que nous. Hein. 8e millénaire. Mais dans les Mésopotamie, c'est le 10e millénaire. Oui, oui. Au musée, nous avons aussi exposé qui date du 3e et 4e millénaire avant Jésus-Christ. Qui est-ce qui était là il y a 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ? Où ça? Ici, là? Est-ce que c'était déjà des Celtes? Ah, alors ça c'est une question. La réponse, elle n'en sait rien. Tu vois, la réponse, elle n'en sait rien. Parce que, en fait, c'est très difficile de savoir l'identité des gens. Hein? Par exemple, si tu regardes qu'est-ce que tu manges et comment tu t'habilles, il y a beaucoup de choses. Tu manges et tu t'habilles comme une petite américaine. Hein, tu bois du coca, tu vas de temps en temps au McDo, tu as un t-shirt, tu as des baskets qu'on trouve aux États-Unis, mais tu n'es pas américaine. Tu vois. Donc, si par exemple je trouve ta tombe dans 2000 ans, enterrée avec tes lunettes et tes baskets, je ne pourrais pas dire que c'est une américaine. Hein, tu seras enterré avec des objets de type américain, mais tu n'es pas forcément américain. Et donc c'est très difficile de dire ça, l'identité des gens. Tu vois. Et en même temps, tu vois bien que c'est pas parce que nous on est français par exemple, ou de Lorraine, c'est pas pour autant que on ne prend pas des choses qui viennent de l'extérieur. Tu vois, par exemple, de temps en temps, tu vas manger un kebab, je suppose. Tu vois, bon, ça, c'est pas de la nourriture lorraine, tu vois. Ou une pizza. Une pizza, c'est italien. Tu vois, donc en fait, les choses, elles circulent dans le monde. Aujourd'hui, ça circule beaucoup. Et déjà dans la préhistoire, ça circulait. Donc, l'identité, c'est la chose la plus difficile. On connaît l'identité parce qu'on a des textes des historiens qui disent que ces gens-là, ils s'appellent eux-mêmes Celtes, ou nous, on les appelle Gaulois, ou ces gens-là, on les appelle Germains. Mais à partir du moment où tu as perdu les textes historiques, on les perd rapidement. Hein, à partir de moins 200, on a déjà plus de textes historiques. On ne sait pas qui c'est, en fait. On ne sait pas leur nom. Et on ne peut pas savoir si c'était déjà des Celtes. Dans le musée est exposé un fragment d'un nanodisque datant du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il a été découvert avant Moyen-Vic. L'anodisque était-il une arme? Si oui, comment s'en servait-il? Sinon, à quoi servait cet anneau? Alors, c'est un anneau dans une roche rare, en fait, hein, qu'on appelle la jadéite. C'est une roche qui ressemble à du jade. Le jade, c'est une pierre que les Chinois aiment beaucoup, une pierre verte, très dure. C'est une des pierres qui est les plus dures à sculpter, en fait. Et là, c'est un type proche de ça, et c'est un anneau qui était porté par les femmes. C'est un élément de parure, en fait, c'est pas une arme. Elles portaient ça au poignet, elles en avaient plusieurs. C'est gros, hein, en complet, c'est comme ça. En fait. Donc déjà, dès cette époque-là, il y a ce qu'on appelle des parures, c'est-à-dire que les femmes en particulier portent des bijoux et des ornements. Quelles sont les dates du début et de la fin de Hallstatt et de Latte? D'accord. Alors, Hallstatt, c'est un grand cimetière qui a été trouvé en Autriche, c'est près de Salzbourg. En faisant des travaux de mine, on est tombé sur des tombes d'une richesse incroyable avec des objets qui venaient de toute l'Europe. Et puis, on s'est rendu compte que ces objets-là, on trouvait les mêmes en Lorraine, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et on s'est dit, mais ça appartient à une civilisation.
Donc c'est la civilisation celtique des Celtes. Et en fait, on a appelé, les archéologues appellent ça, ils aiment bien donner des noms, ils ont dit c'est la civilisation de Hallstatt. C'est un nom commun qui permet tu comprends, qui permet de caractériser cette civilisation-là, qui commence en gros vers 800 et qui finit vers 450. Et alors, après, il y a une autre période qui commence, donc, qu'on appelle la période de l'Athènes. Et l'Athènes, c'est sur le bord du lac de Neuchâtel, c'est en Suisse. Et là, c'est dans les années 1850, il y a un pêcheur, on connaît son nom, hein, il s'appelait Gop, et en pêchant, il a ramené des armes, en fait, à un archéologue. Et ces armes-là, pendant longtemps, elles étaient dans un état de conservation extraordinaire. Et c'était des armes, les épées étaient dans leur fourreau et qui pouvaient encore tirer l'épée du fourreau. Et pendant un moment, on s'est dit, ça ne doit pas être bien vieux, c'est ancien, parce qu'on n'a jamais vu des épées comme ça, c'est pas des épées du Moyen-Âge, c'est pas des épées romaines, ça doit être vieux, mais on ne sait pas de quand ça date. Et en fait, c'est grâce aux fouilles faites en France par mon musée, le musée de Saint-Germain-en-Laye, qu'on a trouvé des tombes gauloises avec ce type d'épée. Et donc on s'est dit, ah mais tiens, ces épées-là, en fait, ça date de l'époque gauloise. Et on s'est rendu compte qu'on avait le même type un petit peu partout en Europe, et donc c'était la civilisation gauloise. Et donc les archéologues, encore une fois, qui aiment bien prendre les noms d'endroits pour dire le nom de période, ils ont dit, bah, tiens, on va appeler ça la période de l'Athènes. Et donc la période de l'Athènes, c'est pour dire que c'est la civilisation gauloise qui commence vers 450 avant Jésus-Christ, donc après celle de Hallstatt, et qui se finit au moment de la conquête romaine. En quelle date? Tu sais ça? T'as jamais lu Astérix? Non? Astérix, c'est une première page qui dit qu'en 52 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est conquise, sauf un petit village. Et 52 avant Jésus-Christ, c'est la grande défaite des Gaulois devant les Romains, c'est Alésia, la conquête de la Gaule. Donc la civilisation gauloise s'arrête à ce moment-là, et puis à ce moment-là, les Gaulois sont colonisés, ils deviennent gallo-romains, ils sont romanisés. On distingue l'Athènes 1 et l'Athènes 2. Donc Marsal, c'est par rapport à Hallstatt et l'Athènes. Alors il y a deux, on voit les deux périodes, je ne peux pas aller dans ces détails-là, mais ce que je vous ai montré, c'est surtout des recherches sur le temps de Hallstatt, donc l'époque celtique. Ensuite, l'époque gauloise, en fait, on a du mal à la trouver parce que la production se concentre en emplacement des villages actuels de Marsal, Vic-sur-Seille et Moyenliste. Et donc pour fouiller ces sites-là, ça veut dire qu'il faut creuser sous les niveaux de construction de l'époque moderne, médiévale, romaine, et on sait que c'est à peu près entre 4 et 6 mètres de profondeur. Et puis, c'est pas demain qu'on va faire un trou dans Marsal ou dans Moyenvic, ou c'est pas demain qu'on va faire un parking souterrain ou une chose comme ça. Donc, en fait, la période gauloise, on ne la connaît pas bien à Marsal. Mais c'est ces deux périodes-là qui sont représentées. Quelles sont les différences entre la civilisation d'Hallstatt et celle de l'Athènes? D'accord. Alors, les différences, c'est la civilisation de Hallstatt, c'est la civilisation des Celtes, d'accord? Et la civilisation de l'Athènes, c'est la civilisation des Gaulois. D'accord? Alors, les différences, c'est que, en fait, les Gaulois, la civilisation de Hallstatt, on arrive à des choses qui sont proches de l'État, en fait. On arrive à des gens, par exemple, de Marsal. C'est des gens très très riches, qui ont des réseaux d'échanges sur toute l'Europe. Mais c'est seulement à partir de l'époque gauloise qu'on voit apparaître, on appelle ça des oppidats, c'est des grandes fortifications qui jouent le rôle de capitale de tribus. Hein. Il y a des tribus dans toute la Gaule, donc c'est gros comme un petit département. Nous ici on est chez les médiomatriques, ça veut dire les gens qui vivent entre les deux mers, les deux rivières qui sont les rivières mers. Hein. C'est les gens qui vivent entre la Meuse et la Sarre, en fait. Hein. C'est ça les médiomatriques. Et les gens de Nancy, c'est les Leucs. D'ailleurs, il y a une grande différence qui existe déjà entre la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, c'est-à-dire que les Leucs, ils ont collaboré avec César. Ils ont fourni du blé. Tandis que les médiomatriques ont envoyé 5000 cavaliers pour venir au secours de Vercingétorix à Alésia. C'est ce que j'ai un cas de mes origines en Moselle. Ils ont fui la Moselle il y a 5 ans. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait eu des cavaliers qui sont partis de Marsal. Je ne serais pas étonné. Hein, des cavaliers gaulois qui sont partis de Marsal pour aller à Alésia.